Bonjour Marlo Hood. Alors, je suis très heureux de t'avoir ici dans un module en fait qui a vocation à sensibiliser nos confrères sur la question de la gestion de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Alors, je t'ai connu il y a bien longtemps. Tu n'étais d'ailleurs pas encore spécialisé sur les questions environnementales. J'aimerais revenir rapidement sur ce que tu as appelé le moment oh merde ou oh shit que tu as connu en 2009, soit 2 ans après avoir commencé ton travail de journaliste spécialisé environnement à l'AFP. Marlo. Bon, déjà, merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être là avec vous. Oui, en effet, 2 ans après avoir commencé à travailler dans cette rubrique pour l'agence France Presse, j'ai eu un moment qui correspond en anglais, on va dire, un oh shit moment, c'est-à-dire une réalisation profonde. Et bon, j'avais déjà 2 ans de métier, j'avais couvert des conférences, les COP, voilà, de climat, et parlé avec plein de scientifiques, les experts. Mais quelque part, j'avais pas encore vraiment senti l'ampleur du sujet, l'ampleur du problème à laquelle nous sommes face, c'est-à-dire le changement climatique. Et donc, ce que tu appelles le moment oh merde, c'est le moment où en fait l'accumulation de faits se transforme en quoi? En un mur, en quelque chose qui dit la situation est extrêmement grave? C'est la différence entre de comprendre de façon intellectuelle et de le sentir de façon émotionnelle. C'est vraiment là la différence. Et ce qui m'a amené à ce moment, c'était une conférence à Oxford à laquelle j'ai assisté, qui a duré 1 jour et demi. Et ils ont eu l'idée d'inviter une trentaine des experts de tout domaine. Et avant de venir, l'Oxford a demandé à tous ces experts de reprendre à cette question: à quoi va ressembler un monde à 4 degrés? C'est-à-dire un monde où la température a monté 4 degrés au-delà des niveaux du 19e siècle. Juste d'écouter et d'entendre tous ces visions du futur par ces experts, c'était vraiment plus que glauque. J'avais l'impression d'être suffoqué. C'était vraiment très, très fort. Et c'est là où je rendais compte, on ne comprend pas vraiment l'ampleur de ce qui nous affronte là. Ce que tu veux dire, c'est que dans la couverture de l'actualité, on n'arrive pas à voir suffisamment loin et que quand on regarde les différentes projections de ce que la trajectoire, je dirais, ou l'envolée de la présence notamment du CO2 dans l'atmosphère va provoquer, c'est ce moment-là où tu as ressenti dans ta chair le fait qu'on allait au-devant d'un très très gros problème. Tout à fait. Et c'est une chose de dire, voilà, les températures vont augmenter de 4 degrés, mais c'est très abstrait, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel impact? Comment ça va changer notre vie? Comment ça va changer notre monde? Mais voilà, à cette époque-là, ça avait l'air d'être une information confidentielle. Alors, je me trouvais dans cette drôle de position, comme justement avoir l'information que les autres n'avait pas encore vu. Et ça, c'est un peu étrange comme position. Et aussi, de réagir de façon aussi émotionnelle à ce qu'on couvre en tant que journaliste, ça pose d'autres défis. On va faire un saut dans le temps et donc on va basculer sur un deuxième moment de ta vie professionnelle. Pendant l'été 2022, tu publies un deuxième article sur le blog de Making of de l'AFP que tu intitules « Regardez le monde brûler ». Que s'est-il passé entre le moment « oh merde » et cette sensation, en tant que professionnel, de continuer de devoir regarder le monde brûler? Mais déjà depuis 2 ou 3 ans, j'ai senti quelque chose qui allait pas. J'ai essayé plusieurs fois, à vrai dire, d'écrire cette billet de blog pendant ces 2 ans, et j'arrivais pas. Et j'étais en train de vivre une espèce de, j'ai pas d'autres mots, peut-être crise, si tu veux. Je me rendais compte que la lourdeur, l'ampleur du changement climatique était quelque part un fardeau trop difficile pour moi de continuer à porter comme ça. Alors juste cette réalisation était très utile pour moi, mais ça a tout de suite soulevé plein d'autres questions sur comment je vais continuer à couvrir cette rubrique. J'ai l'impression que l'un des enjeux, c'est le fait de dire, finalement, on est de mieux en mieux informés, mais subsiste quelque chose qui est difficile à surmonter, c'est le sentiment d'impuissance.
Oui, et aussi le fait que pendant ces 15 ans, 90%, si c'est pas plus, de ce que j'écris, c'est pour une espèce de chronique de ce qui va pas. C'est vraiment déligner le problème, qui est très important. C'était le cœur de ce que on essaie de faire, de montrer exactement ce qui s'est déjà passé, ce qui risque d'arriver selon les scientifiques, et de montrer l'ampleur du problème. Tu disais, avant qu'on enregistre ce module, qu'en arrivant à la COP de Sharm el-Sheikh, donc courant 2022, des professionnels qui n'ont pas tweeté ou partagé ce billet de blog, Regardez le monde brûler, viennent te voir et te parlent de ce que tu as écrit. Qu'est-ce qu'ils te racontent? Ben déjà, la première chose typiquement qu'ils ont dit, c'était merci. Pour mettre en mots, noir sur blanc, quelque chose dont on pense tous. Voilà. Alors ça, pour moi, c'était gratifiant parce que quelque part, c'est une raison pour laquelle j'ai écrit le blog. C'était vis-à-vis mes collègues. J'ai visé une audience plus large, mais j'ai pensé à eux aussi. Et après, on parlait un peu, ils parlaient un peu de leur propre chemin, et ça recoupait beaucoup ce que j'ai décrit là. Et là, y compris les journalistes qui étaient dans cette rubrique au moins aussi longue que moi, et d'autres plus jeunes. Et autre chose intéressante, il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus vers moi, dont quelques-uns qui disent on était un peu surpris de voir quelqu'un de votre génération aussi préoccupé avec ces questions-là, qui m'a un peu surpris et un peu désolé aussi, qui pouvait penser que juste en fonction de notre âge, qu'on n'avait pas les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes que. Et c'était un peu différent aussi parce que c'était d'abord publié en anglais et puis en français. Et les réactions étaient quelque part plus fortes parmi les collègues français qui ont réagi. Sur Twitter, il y avait beaucoup de réactions. J'ai l'impression que l'une des raisons, c'est que c'était une première fois qu'un journaliste avec autant de parcours professionnel expliquait de manière peut-être aussi complète, parce que c'est un long billet de blog, ceux qui nous écoutent pourront le lire, expliquer au long cours finalement ce long travail intérieur que ça représente, le fait de brasser autant de connaissances et de compréhension de ce qui est en train d'advenir. Oui, je crois. Et je devrais noter que c'était très loin d'être optimiste. Mon billet de blog, c'était plutôt noir. Et il y a ça aussi. Alors j'ai hésité longuement avant de le publier, un peu à cause de ça. Mon inquiétude était une réaction qui peut dire mais on sait ça déjà, on n'en parle pas, mais à quoi ça sert maintenant d'en parler? Il faut aller vers l'avant, il faut aller trouver des solutions. Et je suis complètement d'accord avec ça, tout à fait. Mais pour moi, j'avais besoin, c'était aussi un peu égoïste, j'avais besoin de comprendre tout ça mieux moi-même. Et la meilleure façon pour moi de faire ça, c'était de l'écrire et aussi de mettre ça un peu dans l'espace public. C'est intéressant que tu dis ça parce que écrire, c'est comme informer, c'est agir quelque part. Justement, quel est le conseil ou les conseils que tu donnerais à nos confrères qui sont en train d'apprendre à intégrer à leur couverture éditoriale, quelle que soit leur spécialité, quelle que soit leur focale, à intégrer cet enjeu climatique? Comment on peut s'armer et se préparer à encaisser ce qu'on pourrait appeler l'éco-anxiété? Je crois que c'est à chacun de trouver l'équilibre entre vraiment comprendre l'ampleur du problème d'un côté et trouver les choses et les moyens de rester optimiste, de voir qu'il y a des solutions, il y a une voie qui peut nous amener vers un monde plus juste, plus équilibre et sans trop de dégâts. On va récapituler. On est ici pour parler d'éco-anxiété. Donc, tu es en train de nous dire que c'est effectivement un phénomène avéré. C'est-à-dire que plus on comprend, plus au bout d'un moment, on risque de ressentir qu'une chose très grave est en train d'advenir. Mais tu es en train de dire que ça ne doit pas nous dissuader d'y aller. Ça veut juste dire qu'il faut s'y préparer pour contribuer à revitaliser le débat public et à informer correctement les citoyens. Est-ce que je me trompe? Non, c'est juste. Et journaliste ou pas, je crois un des meilleurs moyens de vivre avec tout ça, c'est d'avoir le sentiment que on fait quelque chose qui
qui aide, qui va dans le bon sens. Il y a un scientifique américaine qui s'appelle Katherine Hayhoe, qui aussi s'intéresse beaucoup à la communication. Et il y a quelques années, elle communiquait beaucoup avec les gens qui étaient, on va dire, climato-sceptiques. Mais arrivé à un moment, elle disait, mais ça sert pas à grand chose. Surtout aujourd'hui, ça reste vraiment une petite minorité et soit ils sont des idéologues ou ils ont d'autres, ils défendent des intérêts. Il n'y a pas grand chose à faire là. Aujourd'hui, elle pense aux gens qui s'inquiètent à cause du climat, mais qui se sentent impuissants. Et ce qu'elle dit, il faut trouver un moyen de les activer. Alors, je crois que tant qu'on a l'impression de aider les choses à bouger dans le bon sens, là, on peut continuer et ça lui donne l'énergie. Voilà, ça donne une espèce d'optimisme, même face à quelque chose aussi grave que le changement climatique. En tout cas, merci Marle Hood. Je rappelle qu'on peut lire tes billets de blog sur le blog Making of de l'AFP, avec celui qui s'intitule Le moment aux merdes. Enfin, c'est très bien référencé. Et le second, regardez La Maison brûlée. Merci Marle Hood. Bien, merci à vous.